temps de concentration est encore plus limité que le tien, et Dieu sait que le tien est déjà pas... T'as pas grandi en te disant je vais être écrivaine, tu voulais être chanteuse, visiblement. J'arrête le sport, je prends 10 kilos à chaque livre parce que c'est obsédant. C'est ça. Ah bah il y a l'orgasme, il y a ça. Ah ouais, c'est... Coquelicot. Oh, le manuscrit. Parce que sinon je finis en prison. On coupera sinon. Oui, c'est ça. J'ai la main sur le montage. On est sûr de faire un podcast parce que... Salut, c'est Virginie Grimaldi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous, un podcast qui s'appelle Cahiers de brouillon et que j'ai eu envie de créer parce que il m'arrive de rencontrer des personnes qui écrivent et que ça donne toujours des conversations aussi passionnantes que drôles, puisque généralement quand on écrit, on est un peu timbré, on va dire. J'ai donc créé un petit cocon dans lequel je vais recevoir toutes les personnes que je trouve cool, avec lesquelles je sais qu'on va pouvoir avoir des échanges intéressants et en même temps s'amuser. Je vous donne rendez-vous un lundi sur 2 et je vous souhaite une très bonne écoute. Et soyez sympas parce que je suis hyper stressée. Pour ma première invitée, je me suis dit que j'allais faire une intro un petit peu spéciale. Pourquoi j'ai eu l'idée d'écrire un slam pour la présenter. Okay. Sauf que je me suis lancée pleine d'inspiration, pleine d'entrain. Voilà, tu vois, même le cahier... Il s'est jeté par-dessus. Il ne voulait pas assister à ça. Non, il a dit adieu. C'était trop gênant. Je veux pas. Il y a un cahier de brouillon qui vient de tomber du décor. Écoute, on va dire que c'est un signe. C'est un signe que ça va être très bon. Très bien. Très, très bon slam. Non, le problème, c'est que voilà, je me suis lancée pleine d'entrain. Et qu'en me relisant, enfin, même en l'écrivant, je me suis dit... On dirait tu sais, les poésies qu'on écrit en CE2, quoi. Voilà. Ouais. Oui, j'ai hâte. Voilà. T'es prête ? Vas-y, lance-toi. C'est pas du tout digne d'une romancière. Hein. De la première romancière de France, je présente ma première invitée. Qui pourrait imaginer, en lisant Serena Giuliano, que la langue de ses romans n'est pas celle de son berceau ? Sous le soleil du sud de l'Italie, elle grandit. Dans l'est de la France, à 12 ans, elle atterrit. On a coupé ses racines, mais pas sa volonté. Ses failles deviendront force, promis, juré, craché. Oh non, voilà, ça a très mal commencé. Je voulais te faire rire, pas pleurer. Bah, continue. Elle s'arme d'un dictionnaire, écrit ses cours en phonétique. Chaque soir, elle apprend les mots pour bâtir son lexique. Et il se dit aujourd'hui que ses romans sont des miroirs, des évasions, des révélations, des lumières dans le soir. Elle pose les mots sur nos pensées non encore formulées. Elle raconte nos galères, nos histoires et nos regrets. Ses personnages sont comme nous, faits de sombre et de clair. Elle distille entre ses lignes les valeurs qui lui sont chères. Tour à tour, elle convoque nos rires, notre colère et nos larmes. Son empathie pourrait la perdre, mais elle en a fait son arme. Kalash. Elle est l'une des personnes les plus drôles que je connaisse et l'une de mes humaines préférées, je le confesse. Je suis très heureuse d'accueillir la plus italienne des romancières, Serena Giuliano. Mais Merci pour le make-up. Je suis désolée, je pensais te faire rire. Mais à quel moment ? C'est trop beau, merci. Bah non, Grand Corps Malade, il n'aurait pas écrit ça. Eh ben c'est dommage. Franchement, je pense qu'il aurait fait... il passe à côté d'un tube. Oui. Tu devrais lui proposer, merci. Je suis très contente que tu sois là, merci infiniment d'avoir accepté et de m'avoir... On peut le dire. Et de m'avoir encouragée quand je t'ai parlé de ce projet auquel je ne croyais pas du tout. Non, c'est génial. Mais je suis trop contente et je suis trop fière d'être là pour la première. Donc merci. Merci. Nous, on se connaît donc depuis, je sais pas, 12 ans à peu près. À peu près, oui. On est très amis. T'es la marraine de mon fils. Oui. Et on a un groupe WhatsApp dans lequel il se passe plein de choses plus ou moins avouables, mais on va essayer de rester correct. Ouais, je me disais que c'était assez dur de devoir parler avec quelqu'un qui me connaît aussi intimement et avec laquelle je parle sans filtre tous les jours et de devoir mettre un filtre. Donc ça va être un peu compliqué. Je crois que c'est le plus dur pour nous deux. On coupera sinon. Oui, c'est ça. J'ai la main sur le montage. C'est bien. C'est la bonne nouvelle. Donc, on va commencer par la première question. Quel est ton plus vieux souvenir de toi en train d'écrire autre chose que... donc, je disais, tu es arrivée en France, tu parlais pas du tout français, mais peut-être qu'en Italie, déjà, tu écrivais. Ton plus vieux souvenir de toi en train d'écrire autre chose que des leçons ou vraiment pour ton plaisir? J'avais en Italie, on appelle ça il diario del cuore, ça s'appelle le cahier du cœur. C'est un journal intime. Un journal intime, un cahier secret. Et j'en ai j'en ai toujours eu un parce que j'ai toujours été plus à l'aise
Pardon, c'est encore le slam qui me remonte. J'ai toujours été plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Et donc, c'était un moyen de mettre quelque part ce que je ressentais. Donc, j'ai toujours écrit dans un cahier secret. Et t'écrivais des poèmes pour la fête des mères, je sais pas, des textes que autre chose que quelque chose d'intime, quoi. Est-ce que tu as un souvenir de toi en train d'écrire une chanson, un slam? Alors, non, pas de slam encore. J'écrivais, et j'étais hyper bonne en italien, du coup, enfin, en français en France, mais en italien, parce qu'on avait des petits récits à écrire. J'ai un souvenir précis pour la fête des pères où il fallait décrire son papa. Ah ouais. Et c'est là où, en le lisant 30 ans plus tard, quand je l'ai retrouvé, où je me dis quand même j'avais des talents. C'est vrai. De romancière. C'est parce vrai. Que j'ai beaucoup inventé. J'ai beaucoup brodé. Je vois. Il n'y avait rien qui était vrai. Ah ouais. Et c'est fou parce qu'en le lisant avec le recul, je me dis, c'était déjà de la fiction. L'imagination. Oui. Ouais. Et justement, c'était ton genre c'était plus du genre à observer le réel ou à t'imaginer un monde ou les deux. Je crois que t'étais les deux, toi. Ouais, mais quand même, l'imaginaire, ça a été un refuge très vite. Et ça, je le garde encore aujourd'hui. Enfin, tout le temps, je m'invente des histoires. Enfin, je me projette dans des trucs. Enfin, petite, c'était clairement devant le miroir. C'est vrai. J'étais sur scène. J'étais sur scène et il y avait un public. Et c'est vrai. Avec ta brosse à cheveux. Avec la brosse à cheveux, ouais. Mais je le fais encore en vrai. J'allais dire je l'ai fait jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais non, en fait, je le fais encore. C'est vrai? Oui. Je chante. Tu parles, tu chantes. Je chante. Ah, tu chantes. Ouais. Alors, il faut savoir que vraiment au niveau du chant, c'est pas le talent qui t'étouffe. Si, tu chantes mieux que moi. Tu chantes mieux que moi. Mais tu parles de la justesse? Ah non, ah oui, nul. de la justesse. Non, oui. Mais ça, on s'en fout. Le chant, c'est de la justesse. C'est un public imaginaire. Autant on peut écrire, faire des fautes d'orthographe, mais faire des fautes de justesse quand tu chantes, c'est chaud quand même. Non, je chante hyper faux. J'aurais adoré savoir chanter. Ouais, moi aussi. Et danser. Et danser. Ah ouais. Chanter et danser en même temps. Britney. Ou Beyoncé, enfin je sais pas. Ouais. Mais bon, j'ai pas ça. Du coup, je le fais face à un public imaginaire, mais c'est déjà super. Je voudrais bien qu'un jour tu le fasses face à moi. Et puis vraiment, je fais merci. Enfin, tout. Ah ouais. On adore. Mais on voudra une preuve à la fin de l'épisode. Pourquoi pas. Est-ce que tu lisais quand tu étais petite? Non. Non? Il n'y avait pas de livre chez moi, non. C'est arrivé assez tard. Et puis, au début, je subissais un peu ce qu'on me demandait de lire. C'était pas... à l'école? Ouais. C'était chiant en Italie, franchement. C'était chiant en France parce que je comprenais rien. Ouais. Enfin, c'était chiant longtemps. Ouais. Et c'est vraiment à l'adolescence que c'est venu. J'avais lu un livre qui s'appelle Love Story. Une histoire d'amour tragique. Tu as vu le film? Non, aussi? J'ai pas vu le film. Ouais. Et j'avais pour la première fois pleuré. Et puis j'étais vraiment dans l'histoire avec eux. C'est hyper triste. Ouais, c'est hyper triste. Ouais. Mais vraiment, les sanglots et tout. Ouais. Et je savais pas que les livres pouvaient faire ça. Et à partir de là... Ah oui, après... Mais en fait, ça t'ouvre un monde. Et en revanche, j'ai toujours ce goût de... Enfin, j'ai accumulé trop de retard parce que j'ai commencé trop tard. Donc, tout ce que j'aurais pu lire pendant l'enfance et tout ce que j'aurais pu... construire. Et que j'ai pas eu, quoi. Mais je suis contente d'être tombée sur ce livre-là parce que je crois qu'il faut qu'on tombe sur le bon livre pour se mettre à la lecture. Ouais, mais il y en a qui... Là, on le voit, nous, des gens qui viennent nous voir et qui se mettent à la lecture à l'âge adulte, hyper tard. Ouais. Donc, en fait... Oui, il n'y a pas d'âge. Mais c'est sûr que, mais après, quand tu vois bases, toutes les possibilités et tout... on n'a pas le temps. C'est ça. On n'a plus le temps. Est-ce que tu peux nous raconter, donc tu as quand même un parcours hyper particulier pour une romancière qui écrit en français aussi bien. Tu es arrivée en France, donc tu avais 12 ans, c'est ça? 11 ou 12. Et tu parlais pas un mot de français. Raconte-nous comment tu as appris les mots français, la langue française. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui des classes allophones où on met les élèves qui ne parlent pas français. Aujourd'hui, ça existe. Et donc, ils ont des cours de français pour apprendre. Et moi, il n'y avait pas en 94 quand je suis arrivée. Et donc, on m'a mis dans une classe avec les autres. Et on m'a dit, allez. Enfin, je crois qu'on m'a dit ça. On t'a jeté là-dedans. On m'a jeté là-dedans. C'était hyper violent parce que déjà, je ne savais pas que j'allais rester en France. Donc, il y a eu déjà le déracinement qui était compliqué. Mais ensuite, la langue, c'était... et puis, le français est hyper dur. C'est hyper dur. Et donc, on m'a mis là. Et à la fois... Je pense que ça m'a aidée à apprendre plus vite parce que à l'âge là, les enfants se moquent beaucoup. Tu n'as pas envie de sortir du lot. Donc, je ne parlais pas trop jusqu'à réussir à maîtriser la langue.
Et je suis tombée sur une amie, ma première amie en France, qui m'a apporté des livres de sa petite sœur qui était en CP. Et donc, il m'a appris les sons, etc. Bon, il y a des sons avec lesquels j'ai encore du mal. Lesquels ? Ah oui ? C'est vrai ? Ouais. J'ai jamais fait attention. Ah ouais. Et donc, elle m'aidait comme ça. Et puis, on communiquait avec des jeux aussi. On jouait au qui est pas mal. Donc, j'apprenais du vocabulaire comme ça. Et puis, elle m'a mis devant Hélène et les garçons. Et du coup, les chansons et tout. Et en vrai, les chansons à nouveau. Et elle m'a fait découvrir plein de chansons françaises. Et en fait, en apprenant les mots... je voulais comprendre ce qu'ils disaient. Ouais. Elle m'a fait découvrir Patrick Bruel. Et c'était une découverte fabuleuse. Non, Cabrel notamment, Aznavour et tout ça. Et Aznavour que tu as aimé. Et que je suis allée voir en concert. Et que vous m'aviez offert les places. Bref, et donc, notamment grâce à la chanson, j'ai eu envie encore d'apprendre. Et puis, surtout parce que je voulais m'en sortir et je ne voulais pas être la fille différente, quoi. Mais ça a pu peut-être te jouer des tours. Je pense notamment à cette amie, justement, qui t'a ouvert les portes de la langue française. Et il y a eu un petit quiproquo au début avec la langue. Et je pense que les gens ont envie de connaître ce quiproquo. Eh ben, on en revient c'est à cause, justement, des sons « on » et « en ». Et donc, je vais dormir chez cette amie qui s'appelle Sabrina. Elle sera ravie en écoutant. Coucou Sabrina. Et je dors chez elle. Ça se passe très bien. Mais je rentre très fâchée. Et je dis à ma mère, vraiment, l'hospitalité en France, c'est n'importe quoi. Puis elle me dit, pourquoi ? Je dis, en fait, ils m'ont fait dormir sur un lit de con. Elle me dit, comment ça ? Elle me le dit. Je lui dis, mais oui. Elle me disait, tu vas dormir sur un lit de con. Et en fait, c'était un lit de camp. Et donc, tu vois, le « on » pour moi, c'était hyper dur. Et donc, je pensais vraiment qu'on me mettait sur un lit qui te détestait. Mais que c'était... les invités, c'était ça. C'était les lits de cons. Pas tous les invités, peut-être. En plus, tu t'étais dit, c'était spécialement pour toi. Peut-être. Ouais. Et donc, voilà, c'est resté le lit de con. Ouais, mais tu as quand même réussi à construire ce langage. Aujourd'hui, tu n'as plus du tout aucun accent. Tu as gardé l'accent longtemps. Certains l'entendent, d'autres c'est vrai non. Ouais, quand je suis énervée, on l'entend, je crois. Ouais. Je sais. Mais est-ce que tu l'as perdu tard ou très vite t'as parlé sans accent ? Je me rends pas compte, franchement. Je pense que j'ai voulu le gommer justement pour, tu vois, rentrer dans le moule. Et je regrette aujourd'hui, c'est tellement beau. Moi, je peux le faire, ça me demande un petit peu de concentration. Mais je regrette tellement parce que je trouve ça super beau. Ouais. Et je pense que c'est dû à l'âge. Je voulais absolument être comme les autres et du coup, j'ai travaillé. Il y a quelques années même, tu t'étais rendu compte que tu avais presque complètement gommé la partie italienne de toi, même dans ton comportement. Je me souviens qu'on avait eu une conversation où tu avais dit ça, que c'était comme si tu avais tellement voulu t'intégrer et pas être moqué par les autres que tu avais laissé cette part italienne de côté pendant des années et qu'elle est revenue. C'est ça. En fait, il y a eu vraiment 2 étapes. Et en fait, pour accepter de vivre en France, j'ai dû, et je pense que c'était un moyen de survie ou j'en sais rien, de protection, rejeter l'Italie au début. Il fallait que je me dise que j'étais mieux en France, que c'était mieux la France, et que l'Italie, vraiment, oh là là... Alors qu'au niveau des pâtes, c'est clairement pas, la vérité. Ni de la météo. Hein. Je vous rappelle que je vis dans l'Est de la France. C'est difficile. Et que tu viens du sud de l'Italie. Je viens du sud de l'Italie. Et en fait, c'est vraiment... beaucoup plus tard que... c'est en rentrant en Italie, quand j'ai commencé à me sentir étrangère à mon propre pays, ça a été horrible pour moi de ne pas être au courant des nouvelles chansons, des actualités. Et je me suis dit, c'est pas possible non plus. Donc, il va falloir trouver un moyen d'être entre les deux et de faire la paix entre ces 2 pays-là. Et c'est venu avec une longue thérapie et l'écriture, en vrai. L'écriture, qui t'a permis de replonger... Donc, voilà, tu passes ces années à apprendre le français, tout ça, et un jour, tu ouvres un blog. Oui. Et là, tu ressentais le besoin d'écrire. C'est par les mots, enfin, par l'écriture que ça a commencé, en fait, que tu as eu besoin de t'exprimer en ouvrant ce blog. Ouais, c'était un peu la mode, tu sais. Et puis, j'étais en congé mat, et c'était vraiment le tout début des blogs, et tout le monde en ouvrait un. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Mais les blogs m'ont permis d'être lue pour la première fois, parce que jamais personne ne m'avait lu. Et de
réalisé que mes mots pouvaient faire rire ou émouvoir. Ça, je ne savais pas. Grâce aux commentaires. C'est ça. Ouais. Et en fait, on y prend vite goût, donc on a envie d'écrire davantage. Ça permet aussi c'est ça. de trouver sa plume, de trouver son ton. C'est un entraînement parce qu'on s'est connus comme ça. Oui, on avait un blog toutes les deux. Et c'est un entraînement, c'est vraiment d'écrire tous les jours comme ça, de se forcer à trouver, en fait, de s'efforcer de trouver le bon angle. Et puis il faut être percutant parce que c'est court. C'est ça. Et aujourd'hui, on n'écrit plus tous les jours, mine de rien. Non. Alors qu'avant, c'était quasiment tous les jours. C'était tous les jours et toutes les idées devenaient matière première. Tout ce qu'on vivait, on le chopait, on en faisait un post de blog. C'est ça. Mais tu avais déjà une plume hyper reconnaissable, avec beaucoup d'humour. Je crois, et puis direct. Et des thématiques, j'ai une cadence assez rythmée, et parce que je suis comme ça dans la vie, je fais des phrases courtes. Et voilà, donc je pense que juste... Pour pas gêner. Pour pas gêner. Non, j'ai besoin d'aller vite à l'essentiel. Et parce qu'aussi, j'aime bien qu'on aille vite à l'essentiel avec moi. Ah bah oui. Il paraîtrait, la légende dit que tu écoutes tout en x2. Voilà. Et donc, en fait, on retrouve ça dans ma plume. Je pense que c'est assez naturel et je ne crois pas qu'on puisse s'inventer une plume, tu vois, qui est complètement différente de... J'en sais rien. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est assez personnel et que je ne sais pas si ça peut se travailler, se calquer. Je ne sais pas. Je pense que c'est tellement... En plus, sur un roman entier, ce n'est pas possible. Non, quoi. D'accord. C'est long. Et justement, au roman... à quel moment, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit j'aime écrire, j'ai le retour direct là des lecteurs sur le blog et tout, mais j'ai envie de plus, j'ai envie d'écrire quelque chose qui va rester peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que tu t'es dit et comment tu as voulu basculer entre si les tu deux. Le sais, puisque c'est toi qui m'as poussé. Non, mais comment ça s'est passé? T'avais quand même cette envie. Il y avait une envie, mais je me sentais pas du tout capable. En réalité, mes amis, dont toi, vous y avez cru avant moi. Et on sentait quand même qu'il y avait un potentiel. Tu avais ce qui pour moi est le combo parfait pour un écrivain, la sensibilité, l'humour et la plume. Donc, plus je suis fraîche en plus. Et en plus, t'es hyper fraîche, frère. Donc oui, c'était évident. Et puis la suite nous a donné raison. Oui, et puis vraiment, c'est parti comme un pari. On était en week-end entre filles et puis... on peut le dire, chaque année, on se mettait des objectifs pour l'année d'après, quelques-uns par personne, vraiment sur des choses qu'on avait envie d'accomplir. Ça pouvait être personnel, professionnel, voilà, c'était assez large. Et puis, j'ai écrit pour écrire mon premier roman. Et en rentrant de ce week-end à Biarritz, j'ai pris mes billets d'avion pour partir en Italie, parce que je me suis dit que j'allais l'écrire en Italie. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et en réalité, mais j'ai l'impression que ma vie, elle est faite de ce genre de décisions prises un peu, tu vois, sur un coup de tête, et de rencontres aussi qui ont fait que, et c'est surtout des femmes d'ailleurs, qui m'ont à un moment donné dit mais pourquoi tu n'irais pas par là? Et... Oui, parce que toi, tu n'as peut-être pas forcément confiance pour y croire, suffisamment confiance pour y croire, donc c'est d'autres qui... Ah oui, heureusement, sinon... Bah regarde, tu as fait pareil pour le podcast, là. C'est vrai, mais ça sert à ça, les amis, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on me dit... Parfois, ça finit sur une galère, hein, mais... Parfois, ça finit sur des galères, mais en réalité, c'est pour ça aussi que j'aborde la sororité hyper souvent dans mes romans, parce que on parle toujours de l'amour comme le sentiment... tu vois, essentiel, le Graal un peu du truc. Alors que quand on a des amitiés qui nous tirent vers le haut, qui nous poussent, c'est génial. Qui nous comprennent. C'est ça. C'est formidable. Et je me rends compte que quand même, grâce à ces amitiés-là, j'en suis là aujourd'hui. Donc, grâce à ces amitiés-là, à ton talent, meuf, quand même. Oui. Non, mais à ton travail. Mais je ne serais pas allée toute seule. Ça, c'est sûr. Non, c'est ça. Tu avais des doutes quand même, mais tu t'es quand même lancée. Est-ce que tu te souviens du jour, justement, ou du moment où tu as écrit ta première phrase, où vraiment tu t'es... Ouais. Je me souviens de la première phrase, oui, parce que ça a été, c'était pour Ciao Belle, et c'était après avoir reçu un courrier. C'était un courrier de ma psy qui m'avait envoyé une lettre qui était géniale. Et je l'ai ouvert, je l'ai lu. J'ai pleuré un bon coup, j'ai pris mon ordi et j'ai écrit la première phrase, qui est restée la même d'ailleurs, que je n'ai pas changée. Et tu t'en souviens? Non, j'ai un doute, parce que tu sais que j'ai une très mauvaise mémoire. À peu près. Oui, c'est un échange dans le bureau
de la psy. Ouais. Justement parce que dans ce... Alors après, on va croire que le livre est autobiographique. Non, c'est un roman. Mais quand même, j'ai donné à mon héroïne pas mal de choses qui m'appartenaient. Et dans la lettre de ma psy, elle m'avait retranscrit certains passages de nos entretiens qui étaient percutants pour elle. Et donc, j'avais mis un de ces échanges. Donc, c'est un dialogue qui ouvre le livre. Oui. Et là, tu te disais que tu allais aller au bout de ce premier livre ou En vrai, j'avais pas le choix. Tu sais pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'avais pris ces billets d'avion. Non, mais c'est vrai, financièrement, c'était pas le... Et donc, il fallait que je revienne avec un truc. Je me disais, j'ai pas pu dépenser cet argent. Et revenir sans rien. Juste pour passer quelques jours. Voilà. Il faut que je revienne avec au moins un début de roman. Et en fait, je suis rentrée avec quasiment tout le roman. C'est ça. Mais souvent, t'écris, tu te lances et puis après, ça jaillit. C'est ça. Et tu l'as écrit en combien de temps ? Alors, je suis partie une semaine et j'ai dû écrire, je sais pas, 70-80% du roman sur place. Après, j'ai pris le temps en France de le peaufiner, mais ça a été très rapide. Après, j'écris vite parce que je mûris mes romans longtemps et parce qu'ils sont courts. Voilà. Mais j'écris très vite parce que, en bonne TDAH, quand je suis focus, je suis à fond. Ouais. Et donc, une fois que je laisse dérouler mes pensées, que j'arrive à les suivre, ça c'est plutôt rapide. Et je l'avais écrit en mars 2018 et il a été publié en mars 2019. Ouais, un an, mais c'est long, un an le temps d'attente, de trouver une maison d'édition, de corriger, etc. Donc, c'est pas si long. Non, mais l'attente. Oui, non, l'attente est quand tu as fini d'écrire et que tu dois attendre un an pour que ce soit publié. Et encore, j'ai de la chance parce que j'ai trouvé une maison d'édition assez rapidement, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas évident. Toujours. Donc, en vrai, c'est long quand tu attends, mais en réalité, c'est des délais plus longs en général. Je veux bien qu'on parle un peu justement de cet hyper-focus-là dans lequel je me retrouve beaucoup, qui fait qu'on est incapable, enfin tous les écrivains fonctionnent différemment, mais nous on a ce point commun, on est incapable de faire... Enfin, quand je commence à écrire, je ne peux pas penser à autre chose, donc je suis obligée d'écrire tous les jours, toute la journée, une partie de la nuit. Ça me prend tout, j'annule tous mes rendez-vous, je ne fais que ça, et ça dure, je ne sais pas, 4-5 mois. Pendant lesquels je suis obsédée. Quand je vais manger, alors je consacre un peu de temps à mes enfants quand même, et quand ils sont là, mais dès qu'ils sont couchés, j'y retourne, mais j'y pense tout le temps. Oui, t'es à 100%. T'as la tête qu'à ça, en fait. Mais oui. Et j'aimerais pouvoir écrire plus dilué, en fait, tout au long de l'année et tout, mais c'est impossible. Et quand j'essaie de faire une pause pendant les vacances, mettons... Tu penses quand même tout le temps. Non seulement j'y pense tout le temps, j'ai juste envie que les vacances s'arrêtent et d'y retourner. Mais quand j'y retourne, j'ai oublié, enfin, je suis plus dedans. Oui. Ça te fait ça aussi ? Oui. Dans ce cas-là, tu relis. Parce que pour me replonger dedans, en fait, c'est violent de s'arracher à l'écriture, je trouve. Parce que quand t'es dedans, t'es dans l'histoire. Il y en a qui y arrivent très bien. Je sais qu'il y en a qui peuvent écrire un petit peu le matin et puis faire autre chose de leur journée et puis écrire un peu. Alors moi, j'écris pas tout le temps, moins que toi par jour, parce que je pense que mon temps de concentration est encore plus limité que le tien, et Dieu sait que le tien est déjà pas... Je vois pas de quoi tu parles. Mais quand même, j'ai la tête à ça. Enfin, quand j'écris, mes pensées sont ailleurs, ils sont avec mes personnages. Et donc, c'est aussi pour ça, parce que c'est presque une sorte de souffrance. Alors, c'est très étrange comme sentiment. Comme ça me prend toute la place, il ne faut pas que ce soit toute l'année, parce que sinon, on ne fait rien d'autre. C'est ça. Et que quand même, on a une vie. J'arrête le sport, c'est terrible. Je prends 10 kilos à chaque livre, vraiment. Hein. Je ne bouge plus, parce que c'est obsédant. C'est ça, ça devient toute notre vie. Ouais. Et c'est obsédant, c'est ça. Après, on aime ça, en réalité. Ça revient tout de suite, toi comme moi, dès qu'on a posé le point final, et parfois même avant, il y a l'idée d'après. L'idée d'après qui arrive. Parce qu'on n'aime pas le vide, on n'aime pas le... Et d'ailleurs, on veut arriver au point final, et puis quand on y est, c'est un trou dans le cœur, parce que justement, ça nous a pris tellement la tête pendant tellement longtemps, mais... vraiment dans le sens premier du terme, ça nous a pris tout l'espace dans la tête. Complètement. C'est vraiment... Et j'adorais être plus scolaire. Moi, j'ai essayé, mais alors vraiment, c'est catastrophique, de me dire, si j'écris genre, même un chapitre par semaine, tu vois, ou 2... Tu fais ton livre au fil de l'année, comme ça, et puis tu as le temps pour autre chose. Et c'est tellement moins stressant. Mais je pense qu'on est moins immergé et moins... je sais pas, en tout cas, on ne fonctionne pas comme ça. Et j'ai essayé, ça fait... C'est pour ça qu'il n'y a pas de...
Pas de recette. Non, quand on nous demande des conseils, on ne peut pas trop en donner parce que tous les écrivains auront des conseils différents. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est ça que tu vas voir dans le podcast. Je vais avoir plein de conseils à donner à ceux qui écoutent. Ouais. Et est-ce que tu sais pourquoi profondément tu écris ? J'écris pour avoir 1000 vies. Ah ouais. Ah, j'adore. J'adore cette réponse. Mais vraiment, pour vivre d'autres vies que la tienne. Mais parce que en réalité, je les vivais déjà avant d'écrire dans ma tête. Ouais. Et là, je peux les faire lire aux autres et je peux aller au bout du truc, tu vois. C'est pas que c'est toi qui donne les règles des vies. C'est moi qui donne les règles. C'est tout. Tu choisis la fin. Tout est possible. Ouais, il y a ce truc de toute puissance aussi que j'aime bien, on va pas se mentir. et en vrai, je suis tellement dans mon personnage que j'ai l'impression que je vis ce qu'elle vit, ses émotions, sa rage, sa colère, sa déception. C'est plutôt visuel, tu vois la scène, C'est fou, hein. Parce que quand on raconte ça, qu'on voit que les personnages nous parlent, que parfois ça tombe, tu sais pas d'où. On dirait des genres de médiums là, qui font de l'écriture intuitive. Mais en fait, comme nous, on en parle entre nous souvent et qu'on se comprend, je réalise ce qu'on dit quand on parle à des gens qui n'ont pas le même métier. Qui font des gros yeux comme ça. Mais de quoi elle parle ? Elle entend les voix, la dame. C'est bien. Elle est gentille. Et quand on dit que les personnages continuent à habiter en nous longtemps, voire toujours, c'est comme pour moi, c'est comme des sœurs ou des meilleures amies. Elles sont là. Tu as besoin aussi de prendre des nouvelles régulièrement, de les retrouver livre après livre. À l'autre, et puis même de nos lecteurs. En réalité, quand ils viennent nous parler d'eux, ils adorent. Et c'est comme si j'avais des nouvelles, tu vois, d'une amie que j'avais pas vue depuis quelque temps, et de savoir que elle a fait passer un bon moment et tout, c'est génial. Ouais, c'est hyper fort. Pardon, je ne sais plus. On peut faire un peu d'ASMR. Coquelicot. Coquelicot. Mais c'est où le timing ? Ça n'a pas commencé. Non, il est 16h50, Serena. Ah. Je pensais qu'on avait une sorte de minuteur. Non. Je me disais depuis tout à l'heure que c'est 4 minutes 50. Ça n'avance pas du tout, cette histoire. Pardon. Quand tu écris, tu es plutôt dans le brouillard et ça se lève petit à petit. Moi, souvent, c'est ça. Quand je me mets... je parle de moi, parce que c'est mon podcast. Non, pas du tout. Parce que je voudrais ce podcast comme un genre de conversation et voilà. Évidemment. Pas d'interview. Voilà. Donc, de temps en temps, je vais parler de moi. Quand je me mets à l'ordinateur, souvent, je ne sais pas du tout ce que je vais écrire ce jour-là. Je suis dans le brouillard et puis ça se lève d'un coup. C'est vraiment, en plus, ce moment où ça se lève et où tu sais où ça va, c'est... Ah bah il y a l'orgasme, il y a ça. Je sais pas lequel je place en premier, mais ça te fait ça aussi ou tu as un plan Non. Je sais, mais je te pose la question quand même. Non, et c'est vrai que c'est génial. Et en fait, je suis contente de ne pas avoir de plan pour ça. Tu vois, pour vivre ça. Pour me dire, mais oui, il va se passer ça. Mais oui, et puis ça fait sens. Meilleur sentiment. Génial. Ouais, je suis d'accord. Ce moment-là où, ce moment-là où ça se lève et voilà. Et quand tu écris, est-ce que tu travailles ton style ? On a eu une conversation hyper intéressante sur la plage la semaine dernière que j'aimerais bien aborder ici, où on parlait du style. Je venais de finir un livre qui s'appelle « Les grues volent vers le sud ». Qui t'a bouleversée, parce qu'on en a entendu parler. Qui m'a beaucoup fait pleurer. Ouais. C'est rare que je pleure autant en lisant un livre. Et puis, tu étais animée. Au-delà de l'émotion, tu nous disais « Ah non, mais là, je suis en colère. » Et puis là, en vrai, vraiment, tu l'as vraiment vécu. Parce que c'est l'histoire d'un vieux monsieur à qui a un chien et son fils veut lui retirer son chien. Et ça m'a rendue malade. Et donc, le point de l'autrice, en fait, c'est d'avoir une plume très épurée. Ce monsieur, on sent qu'il n'a pas une grande culture. C'est lui le narrateur et qu'il n'a pas été beaucoup éduqué. Et donc, ce sont des phrases très courtes, très, très simples, extrêmement simples. Donc, on pourrait dire que c'est un style presque simpliste. Et pourtant, j'ai ressenti des émotions comme j'en ai rarement. Et donc, on avait ce débat de... oui, autant on aime des phrases très littéraires, avec des belles envolées, et ça peut être magnifique. Mais est-ce que le style peut remplacer les émotions que procure un texte ? Est-ce que on place le style avant le contenu et vraiment le sens qu'on veut donner ? Voilà, c'était un débat qu'on avait. Mais là, en plus, je pense que
plutôt qu'en tant que romancière, on doit se placer vraiment en tant que lectrice. Qu'est-ce qu'on écrit, je crois, ce qu'on aimerait lire. Oui, et ce qui nous fait ressentir des choses aussi en écrivant. Exactement. On pleure, on rit aussi en écrivant. Et moi, je préfère 1000 fois des phrases simples et percutantes que des phrases que je dois relire 2 fois ou je dois aller chercher un mot dans le dico. Et ça m'arrive. Mais j'aime aussi, mais à plus petite dose. J'aime vraiment... Et parfois, il y a des phrases que je fais tourner comme ça dans ma tête, que je relis, que je trouve sublimes, qui me donnent des complexes même. Parfois, j'arrête de lire pendant l'écriture. Souvent, j'arrête de lire pendant l'écriture parce que je me dis, merde, vraiment, je ne suis pas à la hauteur. Mais pour autant, je crois que... Alors là, c'était une décision de l'autrice. Oui, ça faisait sens avec le personnage. Mais ça n'empêche pas la beauté du texte, en fait. Oui, parce que souvent, quand on dit c'est une écriture simple, on prend ça pour... Moi, ça peut m'arriver d'être vexée par cette phrase. C'est une lecture facile. Oui. Il peut m'arriver parce que l'écriture n'est pas si facile que ça. Et justement, donner cette fluidité, je crois que c'est... c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est pas donné à tout le monde. Non. Je crois qu'on peut, quand on écrit comme nous, à un moment donné, se permettre de faire des phrases plus, tu vois, plus littéraires. Mais peut-être que l'inverse n'est pas vrai. Peut-être que les gens qui écrivent de façon très littéraire... Ah, ils sauraient pas. Ils sauraient pas écrire. Mais non, mais c'est vrai. Et c'est pas... Peut-être, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas. En tout cas, si je devais choisir entre 2 plumes, tu vois, si j'avais pas encore la mienne et qu'on me demandait, tu préfères écrire comment, ben, je voudrais écrire. Juste en fait. Ce qu'on cherche, c'est la justesse, vraiment, le mot précis et la justesse, et pas forcément la performance stylistique, quoi. Donc, voilà. Je trouvais... Ouais, et puis moi, il y a des phrases que tu te prends comme des uppercuts et c'est vraiment... c'est les plus courtes. Enfin, en tout cas, celles qui choisissent les mots parfaits pour dire une émotion précise. Et ça, c'est pas évident. Pour mettre des mots, même il y en a qui arrivent à mettre des mots sur quelque chose qu'on ressent sans l'avoir vraiment conscientisé ou réfléchi. Et ça, c'est hyper fort. Tu te dis, mais oui, c'est exactement ça. Et là, le style, en tout cas, voilà. Je ne sais pas si on peut appeler style des phrases, enfin, l'écriture, qu'elle soit littéraire ou simple. Je ne sais pas si ça vient vraiment du style. Les journalistes aiment bien ça, parce qu'ils aiment bien nous mettre dans des cases. Mais en réalité, nous, quand on écrit, on ne se pose pas ce genre de questions. On ne se pose pas ce genre de questions. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai réfléchi à tout ça, je crois que je serais plus vexée par des personnes qui disent... ça dépend par qui c'est dit, en fait. C'est toujours la même chose. Les journalistes qui nous disent... Parce que des lecteurs qui nous disent j'ai adoré, ça se lit tout seul. En réalité, c'est un beau compliment. Quand on me dit, très beau compliment. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire, moi qui ne lis jamais, je vous lis. Ça aussi, c'est génial. Il y en a plein qui accèdent à la lecture comme ça, justement, avec des livres qui leur tombent dans les mains comme ça et qui les happent, mais parce qu'elles se reconnaissent, en fait. Et je trouve ça hyper fort. Pendant l'écriture, tu te relis, donc tu disais tout à l'heure qu'il t'arrive de te relire. Parce que tu ressens quoi quand tu te relis? J'ai envie de crever. J'ai envie de tout brûler, de tout jeter. Donc je le fais, franchement, je dirais 3 fois max pendant l'écriture. Quand je suis perdue ou quand je bug. Tu as besoin de te remettre dedans. Mais je le fais pas souvent parce que sinon, j'appuie sur effacer et j'efface tout. Donc, tu as des phases comme ça pendant le... Je me dis, et c'est fou parce que pendant que j'écris, je me dis ça tout le temps. Si quelques années plus tard, là, ça m'arrive que les gens m'envoient oh là là, cette phrase, j'ai adoré sur mes premiers livres. Je me dis, oh tiens, c'est vrai que c'était pas mal. C'est moi qui ai écrit ça. Mais et parfois ça me surprend parce que j'ai oublié, évidemment. Et je me dis, c'est vrai que j'avais écrit ça, c'est pas si mal. Je suis plus gentille avec la moi du passé qu'avec la moi du présent. T'es plus tolérante, plus bienveillante. Moi, c'est une horreur à chaque fois que les gens partagent des phrases que j'ai écrites, qu'elles soient anciennes ou pas. Ouais, tu le vis mal à chaque fois? Je le vis hyper mal. Je me dis, mais arrêtez de montrer ça, tout le monde va voir ce que j'ai écrit, c'est horrible. Et ça passe pas, j'en suis à 12 livres. Ça passe pas. Et je me relis à chaque fois, je me dis, mais comment les gens peuvent trouver ça bien? Mais te concernant, c'est même pire d'année en année, parce que chaque année, il faut que vous le sachiez, elle termine son livre, elle nous l'envoie, donc ses amis proches et son éditrice. Et puis elle me dit, là, vraiment, c'est mauvais. Là, ça ne va pas plaire. Là, ça ne va intéresser personne. Et chaque année, et cette année, je t'avais dit que je t'enregistrerais et je ne l'ai pas fait, parce que c'est les mêmes phrases. Non, en fait, ce que tu mais m'as plus dit, violent. C'est que, et que je dis, non, mais là,
Là, c'est vrai. C'est sûr, et j'ai jamais ressenti comme ça. Et tu me dis, mais tu dis ça tous les ans. Ça. Et ouais, il y a toujours, vers le milieu de l'écriture aussi, ce moment où j'appelle Pauline, mon éditrice, et je lui dis, bon, j'arrête, de toute manière, c'est nul, ça sert à rien, je sais pas où je vais. Tu crois qu'il y a des écrivains qui se disent... pourquoi tu dis ouais, tu sais pas où je vais? J'en connais, des écrivains qui se disent, c'est super bon ce que j'écris, et il faut que tout le monde le lise. Ouais, bien sûr, on en connaît. Oui, c'est vrai. Mais c'est fou. Ouais. Je sais pas si j'aimerais avoir ça. Parfois, oui, quand même, parce que... C'est assez douloureux. C'est douloureux, et en même temps, non, j'aimerais pas l'avoir. J'aimerais pas l'avoir parce que je crois que c'est ce qui nous pousse à donner le meilleur et à pas nous en foutre, quoi, à pas nous dire bah, vas-y, j'écris ça de toute manière, on s'en fout, non. Et à avoir cette volonté de proposer un bon texte à chaque fois. Et puis, vrai, parce qu'on est comme ça dans la vie, on préfère avoir la bonne surprise que les gens nous disent c'est génial. En fait, ils aiment bien. Ouais. Et tu sais que j'ai plein de retours positifs. Et ça nous étonne à chaque fois. C'est hyper surprenant et c'est des bonnes surprises. C'est vrai, je préfère ça que l'inverse, de me dire ah non, mais c'est génial ce que j'ai écrit, puis avoir plein de critiques négatives. Des critiques, ouais. Je pense que le jour où on pensera du bien, mais je pense vraiment maintenant que ça n'arrivera plus. Ça ne nous arrivera pas de penser du bien de ce qu'on écrit. 8 et 12, là, je pense que... Mais c'est pas grave, c'est plus une quête. Non, on aime bien souffrir. Quête terminée, ouais. On est bien dans les temps. 4 minutes 50. Sors la clé. C'est chaud. Tes personnages, ils sont hyper réalistes. Ils sont pas du tout manichéens. Ils ressemblent à des gens qu'on peut rencontrer. Tu les construis ou tu les vois? Tu as un peu répondu déjà. Ouais, je les vois. Ouais, tu les vois. Je les vois et je tiens surtout à ce que ce soit des gens dans lesquels on peut facilement se projeter. Je veux pas... C'est des héroïnes à chaque fois et je veux pas que ce soit des super-héroïnes. Très belle, avec des grandes carrières. C'est génial. Moi, j'aime bien lire parfois des romans avec ce genre de femmes. Et il y en a parfois dans mes romans. Mais la plupart, c'est des femmes ancrées dans notre réalité, comme je peux en rencontrer tous les jours. Et parce que aussi, je viens de là et que je veux parler... Si on veut parler des vrais sujets ou des choses qui nous animent au quotidien, il faut mettre des vraies personnes dedans, quoi. Oui. Oui, je suis d'accord avec ça. Avec des vraies, tu vois, difficultés. Avec des difficultés, oui. Tu abordes souvent les questions sociales aussi dans tes romans. C'est ce que je disais dans mon slam merveilleux. Que tu mets tes convictions. Oui. Et je le mettrai en sonnerie. Pas du tout. Est-ce que tu as un rituel d'écriture inavouable, mais que tu vas nous avouer? Inavouable? Un truc que tu fais, genre, je sais pas, est-ce que t'écris, tu te prépares? Moi, le mien. Ouais. Je sais que tu es habillée de façon folklorique. Bah, c'est ça. Ouais, vous avez vu des photos déjà. Ouais. C'est ça, c'est que parfois, je suis pas habillée du tout. Tu te souviens la vidéo, quand tu vas faire des... J'ai un poncho coloré, des bottes de pluie parce qu'il pleut. Je partais à mon bureau qui est à l'extérieur de la maison. Et donc, j'avais juste à traverser le jardin et la caméra a repris ce moment où tu étais... a capté ce moment mémorable. Tu faisais le plein. Mon truc inavouable pendant que j'écris... Franchement, si. Alors, c'est à moitié avouable parce qu'il faut vraiment que je sois dans de bonnes conditions pour écrire à cause de Tu me fais peur. Non, c'est pas si grave. À cause de mon problème d'attention. Là. Donc, il faut que j'ai un casque anti-bruit, même s'il n'y a pas de bruit. Il faut que... Qu'il y ait personne autour, le silence. Et... Pas de mouche qui passe. Non, surtout pas de mouche. Et donc, j'avoue que pour ça, maintenant, je m'enferme dans des chambres d'hôtel, mais un peu de luxe, tu vois. Ah, ça va. Ouais, mais parce que je dis que c'est pour le travail, mais en vrai, c'est parce que j'adore ça. Tu prends avec un spa pour aller te faire masser entre deux chapitres. Je pourrais le faire dans un hôtel moins luxueux. Oui. Mais je serais dans de moins bonnes conditions. Oui, mais tu as droit. L'hôtel luxueux, tu l'as acquis. C'est vrai. Ouais, je me rappelle, au début, j'ai fait dans mon vieux canapé en Italie. Franchement, il faisait froid et tout, et l'humidité, c'est une galère. Là, je vois un peu plus de livres. L'humidité, elle est dans le jacuzzi. Ouais, non, franchement, ça, c'est une petite exigence, on va dire, qui est venue avec le temps. Ça va. C'est pas roman. Oui, c'est pas... Et la première fois que tu as vu ton livre en librairie, est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti? Une fois que ça y est, tu as écrit, Ben en fait, je crois que ça me le fait encore aujourd'hui.
quand je dis ce que je fais dans la vie, d'ailleurs, je le dis assez peu. Ouais, depuis quand tu dis je suis écrivaine ou romancière? T'arrives à le dire? C'est encore compliqué. J'esquive. En fait, tu le sais, je t'ai déjà raconté, mais je vais le dire pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas nos amis encore. Quand j'intègre un groupe, par exemple, j'étais au Pilates j'ai intégré un groupe de Pilates depuis 1 an ou 2. Pendant toute une année, j'ai réussi à esquiver cette question du qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et pour pas qu'on en vienne à me poser des questions, j'ai même menti. J'ai eu une conversation lunaire avec une autre pilatiste qui me dit oh là là, moi j'ai pris congé là le week-end, ça va me faire un long week-end. Et toi, tu vas au boulot? Et je dis non, j'ai fait comme toi. Et puis du coup, j'ai posé 1 jour, ça m'en fait 3. Pourquoi j'ai dit ça? En plus, t'as brodé. T'as pas juste dit non. Mais en fait, il fallait que ce soit crédible, que j'ai un métier classique pour pas. Au début, c'était un problème de légitimité. Ouais. Je me dis, c'est un mot trop important. Trop grand pour toi. C'est pas possible. Et là, c'est parce que je sais que ça va attirer la curiosité et que en dehors des moments où j'ai envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler. Le problème, c'est qu'elle pouvait t'avoir reconnu. Oui, c'est horrible. Ou te reconnaître après. Et puis là, elles ont fini par le savoir. Oui, donc, mais ça a pris et tu es plus allée. Ça a pris arrêté le Pilates. Non, j'y vais maintenant, elles savent. C'est terrible parce qu'elles ont découvert mon compte Insta. Et donc, alors que, tu vois, moi, je suis celle qui parle pas dans les cours, hyper introvertie, parce que c'est une partie de moi. Et là, elles ont découvert l'autre et donc elles se disent, mais elle est folle, en fait, tu vois. Oui, elles n'ont pas tort. Mais c'est vrai que ce statut attire beaucoup, attise la curiosité en tout cas. C'est normal, c'est pas. Mais j'aime pas ça. Enfin, ça me met mal à l'aise. Parce que tu es un peu introvertie. Oui. Et donc, quand je vois mes livres en librairie ou quand je parle de mon métier, si tu veux, j'en parle maintenant plus facilement, etc. Mais c'est comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai encore du mal à me dire. Ça t'arrivait pas à toi. Voilà. Que j'incarne ça. Je récite un truc que je connais bien, mais j'ai du mal à me dire que ça m'arrive. Ouais, c'est pas toi. Tu dissocies. Ouais. C'est fou, hein? Parce que c'est quoi, 8e roman? Oui. Ouais. ouais. Peut-être qu'un jour, ça va je vais me réunir. Mais c'est très étrange comme sensation. Et du coup, j'ai quand même l'impression, c'est dommage parce que j'arrive pas à vivre pleinement le truc. Parce que c'était un truc tellement inenvisageable, quoi. Quand t'as pas grandi en te disant, je vais être écrivaine. Tu voulais être chanteuse, visiblement. Mais ça, j'y crois encore. Mais oui. Mais tout jamais. Comme dirait Lara. Mais j'allais dire, cette position d'écrivain donne lieu, il faut que tu nous racontes, à des situations aussi rocambolesques, dirons-nous, notamment dans les salons du livre. Et est-ce que tu peux nous raconter peut-être une anecdote drôle ou humiliante, suivant où on se place, d'une rencontre avec une actrice peut-être? Tu penses à quelque chose en particulier? Peut-être. Alors, il faut qu'on remette ça dans le contexte. Ouais. C'est la pire que j'ai vécu. Le contexte, je m'en serais bien passé. On est obligé là. Donc, novembre 2019, on est invité au Salon du Livre. On a les dates en plus. On a les dates. Ok. Au Salon du Livre de Brive, je le sais parce que c'était mon premier Salon du Livre. Brive. Avec mon premier roman. Et donc, tu m'en avais... J'étais un stand un peu plus loin. Un stand un peu plus loin. Venir me raconter. Ouais, on était séparés. Mais quelques jours avant, à Halloween, on s'était retrouvés chez toi pour fêter avec nos enfants. Et à ce moment précis de l'histoire, on décide de se déguiser. Non, on avait décidé de se déguiser quelques semaines auparavant. On avait étudié la question. On avait passé plusieurs semaines à acheter des accessoires pour composer notre tenue. C'était des personnages. C'était des personnages. On voulait se déguiser en cagole. Oui, en cagole. Cagoline et cagolance. Voilà. 2 cousines. Oui, et qui avaient une façon de parler reconnaissable. Avec un E préposal très marqué. Bonjour. Bonjour. Elles sont géniales, Cagoline et Cagolance. Et on avait partagé tout ça sur les réseaux sociaux. Il faudrait que tu mettes une photo. On peut mettre une photo. Non, on n'est pas sûr. Comment on pouvait partager ça sans se dire qu'il y avait des gens de l'autre côté qui voyaient? Parce qu'on a fait des vidéos. Oui. On a fait des lives. Ah oui. Déguisés. Mais on a récolté de l'argent pour une association. C'est vrai. Donc, tu vois, alors ça va. Ça annule la gêne. Et Cagoline et Cagolance, on les incarnait, mais comme avec nos personnages, on était à fond. C'est-à-dire que notre regard, il devenait vide. Ouais. On parlait avec ce E préposal. Il y a une vidéo où toi, tu as le regard, mais vraiment, c'est un trou noir. On parlait de mode, d'accessoires, de beauté. De highlighter.
Et donc, on vit ce Halloween. Ouais. On le partage sur les réseaux, ça fait rire tout le monde. Tout le monde nous en parle. Dans le salon. Voilà, on va à Brive, donc tout le monde nous fait je suis allée voir Cagoline, elle passe et tout le monde nous parle avec ce proposal très marqué. Donc pendant tout le week-end, j'entends parler de ça. Il y en a même qui nous avaient imprimé sur une affiche. C'est vrai. C'est vrai. Cagoline et Cagolance. Voilà, j'avais signé tout ça. Elles étaient devenues plus connues que nous. Oui. Et on avait créé des monstres, clairement. Ça nous avait un peu échappé. Et donc, à un moment donné, une femme s'approche de moi et me dit « Bonjour hein !» Et là, moi, je me dis encore une fan de Cagoline et Cagolance. Et donc, je lui dis « Bonjour hein !» Mais vraiment, très marqué. Et là, je vois qu'elle bug. Et donc, je comprends très vite qu'elle ne sait pas pourquoi je lui réponds comme ça. Et je pense qu'elle croit que je me fous d'elle. C'est horrible. Il y a un blanc horrible. Et là, je me dis, oh. Merde. Et j'avais envie de mourir, mais je voulais creuser. C'est terrible. Et elle t'a dit... Oui, j'ai dit, vous venez de la part de Virginie ? Pas du tout, hein. Et je te jure, elle parlait comme ça. J'aime bien découvrir les primo-romancières, hein. C'est terrible. Et là, je voulais lui dire, mais pas moi. Partez, brûlez mes livres. En fait, je ne vous mérite pas. Et c'était tellement le temps de signer, de payer. Elle a acheté le livre. Elle a acheté le livre. Et après, sa carte et tout. Et moi, j'étais là. Et tu ne pouvais pas lui expliquer. Non, mais comment tu veux... Parce que ça voulait dire que sa façon de parler, on s'en était moqué. C'est terrible. Et puis, comment tu expliques... C'est inextricable, le truc. Cagoline et Cagolance. Non, tu peux pas. En plus, c'était horrible. Franchement, je ne sais pas, ça a duré 5 minutes. C'est encore maintenant... Je te revois arriver. J'étais en train de signer. Je te revois arriver. Tu étais blanche. Tu étais blafarde. Mais encore maintenant, je vis la gêne. Hein. C'est horrible. Ouais. Mais c'est... Je crois que c'est le pire, quand même. J'en ai eu quelques-uns, mais celui-là, c'est... Et depuis, tu as fait pas mal de salons. Oui. Et maintenant, quand même, il y a des gens aussi qui te reconnaissent. C'est ce qui m'est arrivé l'autre jour. Je marchais, là. Je t'ai raconté. Je marchais, parce que je marche beaucoup. Et là, une famille arrive en vélo et la femme lâche le guidon. Ah oui. Elle me dit « Madame Giordano, j'adore ce que vous faites !» Coucou Raphaël Giordano. Je dis, mais donc, c'est pas toi. Je sais pas si elle avait le bon visage, mais pas le bon nom, ou si elle avait... Je sais pas. Ça se ressemble un peu, mais je pense qu'elle avait le bon visage, mais c'est drôle. C'est drôle. Moi, l'autre jour, j'étais chez la sage-femme, mais je voulais raconter aussi. Et pendant le frottis, elle me parlait de mes livres. Et ça nous fait vivre quand même des trucs. Elle est super, mais c'est vrai que tu te dis, attends, je suis en train de... col de l'utérus, non. Non. C'était très bizarre comme situation. Et en même temps, elle me disait beaucoup de bien, donc ça a fait passer le frottis plus facilement. Dirons-nous. C'est une drôle de phrase. Mais... Ouais, c'est vrai. Quand tu es pendant l'écriture, tu fais relire pendant que tu écris non. Ou non. T'attends que ce soit fini. Ah ouais, toujours rapport au fait que si on me fait la moindre réflexion, je veux tout effacer. Alors que je peux les entendre après et je prends tout ce qu'il y a à prendre. Titre. Après, une fois que j'ai mis le mot fin et que je suis allée au bout, j'accepte qu'on me dise toutes les critiques possibles parce que je veux améliorer mon roman. Mais pendant l'écriture, je doute tellement que si on me dit « alors c'est pas mal, mais j'efface. Ça bloque. Tu te bloques. Toi, tu fais lire tous les soirs quand même. Moi, je fais lire, mais à mon mari, et il sait qu'il a pas le droit de dire quoi que ce soit. Il doit dire que du bien. Il est briefé. Il lit. Non, j'ai lu plusieurs fois aussi, moi, pendant. Ouais. Et oui, je fais lire, mais c'est vraiment quand j'ai des gros moments de doute que je me dis, là, je laisse tomber, c'est nul. Et je sais que vous êtes beaucoup plus bienveillant que moi sur mes textes, donc je vous fais plus confiance à vous qu'à moi dorénavant. Heureusement. Ouais. Et les critiques après, une fois que c'est sorti, est-ce que tu les lis déjà? Est-ce que tu vas les lire? Parfois, on n'a pas le choix, on nous les impose, on nous tague pour dire à quel point c'était nul. C'est rare. La plupart du temps, on nous tague pour nous dire des choses super. Mais justement, que ce soit positif ou négatif, pour moi, je les prends toujours avec précaution, les deux. Même les positives, parce que je trouve qu'elles sont aussi dangereuses que des négatives, finalement. Même si c'est super et qu'on adore. C'est toujours hyper gentil. Mais en tout cas, je sens que j'ai une forme de distance, comme si on parlait à quelqu'un d'autre. Et ça me va très bien. Comme ça, je ne suis pas trop nourrie de compliments. Mais toi, est-ce que tu vas les chercher? Est-ce que tu vas les premières semaines, beaucoup. Pour voir, pour prendre la température un peu et me dire, bon, si c'est majoritairement positif, je commence à souffler, en fait, parce que sinon, on est en apnée de stress. Jusqu'à maintenant, ça a été le cas à chaque fois. Jusqu'à maintenant, ça a été le cas, donc je suis contente. Et de temps en temps, quand j'ai envie de me faire du mal... Je vais sur les sites et je trie par la plus mauvaise. Et là, je me fais ma dose de... Et vraiment, c'est juste pour me faire mal. Hein. Et en plus, parce que très souvent, j'arrive quand même à être d'accord... Enfin, je me dis... Mais c'est ça. À part
part quand c'est complètement gratuit, que c'est vraiment juste méchant pour être méchant, mais la plupart du temps, je me dis, oui, j'arrive à comprendre pourquoi cette personne a ressenti ça. C'est que vu qu'on a ce regard si sévère sur ce qu'on écrit, on est plus d'accord avec les critiques négatives qu'avec les positives. Les positifs, je me dis, nous étonnent, oui, voilà. Ah bon alors que les autres, dis donc. Là, je suis d'accord. Non, il y a quelques critiques négatives qui reviennent souvent sur mon écriture, avec lesquelles je suis complètement d'accord. Mais ça fait partie de mon style et c'est des choses que je ne vais pas changer pour... Voilà, essayer de plaire au plus grand nombre. Puis je ne sais pas écrire autrement. Donc, bon, et puis, de toute façon, la littérature, c'est ça. C'est comme l'art en général. L'autre jour, j'ai vu un truc passer sur Insta qui disait, même je ne sais plus quel monument c'était, je crois que c'était le Taj Mahal, même le Taj Mahal a des avis négatifs. Et tu avais les avis sur TripAdvisor, une étoile. Bah ouais. Tu vois, des gens qui trouvaient ça nul. Bon. Et en effet, c'est pas le but de mettre tout le monde d'accord. Tout ce qui existe, finalement, c'est ça. Les avis sont divisés et tout ça. Mais ça, quand c'est négatif, ça te provoque... Ça me fait mal. Ouais, ça peut te faire mal. Ouais. Moins que les premières fois. Parce que j'ai quand même gagné un peu en confiance. Quand tu sens que c'est vrai, c'est là quand que ça va toucher quelque part, où je sens que c'est sensible. Ça me fait mal moins longtemps. Au début, ça pouvait me pourrir la journée, voire 2 jours. Tu vois, vraiment, j'étais en... Même si j'avais 100 positifs, j'en lisais un négatif, ça me bousillait la journée. Ouais. Aujourd'hui, ça va me bousiller 2-3 heures. Oui, quand même. Quand même. Mais parce qu'en plus, après, il y a aussi les avis de ceux qui ne nous ont pas lus et qui nous mettent dans une case. Oui. Moi, ça, je m'en fous. Ouais, ça, on s'en fout. Et moi, il y a des avis que je trouve... et là, on vient aussi du même endroit. Donc, les avis sur le style, parfois. Justement, tout à l'heure, tu disais que tout ce que tu n'as pas eu en lecture les premières années, c'est quelque chose que tu ne pourras pas rattraper. L'autre jour, je réfléchissais à ça et je me disais que tout ce qu'on n'a pas construit aussi justement en culture littéraire... en culture tout court, en réalité. Ouais, et les bases qu'on n'a pas forcément eues de ça, de la culture littéraire, de la culture tout court, mais aussi de la façon d'écrire, de la façon de s'exprimer correctement, tout ça. C'est dur parce qu'en effet, c'est quelque chose, je crois, qui se rattrape difficilement. Ça s'améliore, mais ça s'améliore, on travaille, mais il y a quand même, on n'aura pas le même... le même bagage, quoi. Et puis les mêmes fondations. Il y en a, ils apprennent à parler tout de suite très, très bien. Nous, il y a les racailles qui sortent de temps en temps. C'est ça. Trop souvent. C'est qu'à l'oral, on ne parle pas très, très bien. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je me disais, on est sûr de faire un podcast parce que... meuf, parfois tu as du mal à aligner 3 mots. Non, mais c'est ce qui nous fait sentir illégitime aussi. Ouais. Oui, c'est qu'on vient d'un endroit. Alors, sans parler il y avait des livres chez moi, il y avait quelques livres, il n'y en avait pas énormément, mais on vient quand même d'un milieu globalement où la culture est moins accessible. On va plus défavorisée. Ouais. Et c'est quelque chose qui. Quand tu n'as pas les fondations dès le départ, quand tu n'apprends pas le langage de la même manière. C'est pas la même chose. Maintenant qu'on fréquente des gens qui ont grandi en étant imprégnés de cette atmosphère, de cette culture-là, on voit le décalage. Ouais. Et à la fois, c'est génial, justement, que tout le monde écrive. Je suis fière de venir de là. Et c'est pour ça, je pense qu'on parle à tout le monde et surtout aux gens qui viennent de notre milieu. Et c'est à eux qu'on veut parler, finalement. Moi, ça me va très bien. Moi, ça me va très bien aussi. Je ne changerai pas de lecteur. Non. Mon lectorat, il est génial déjà parce qu'il est hyper varié. Tu sais, ce que j'adore, c'est quand les gens viennent me voir, quand il y a la grand-mère, la mère, la petite fille. Et ça veut dire que toutes les générations me lisent. Et ça veut dire que le texte, il touche. Et en plus, ça crée un lien entre elles se le transmettent. C'est hyper beau. C'est formidable. Hyper fort. Donc non, je n'aurais pas envie de changer ça. Moi non plus. Très bien. Alors on garde, on continue. Si dans 100 ans, il ne devait rester qu'un seul de tes romans que tu as écrits jusqu'à présent, lequel ce serait ? Le premier. Ouais, Ciao Belle, parce que c'est celui qui m'a permis d'écrire tous les autres. Et c'est le point de départ. Oui, c'est ça, c'est le point de départ. Ouais. Après, franchement, choisir entre ses romans, c'est comme choisir entre ses enfants, c'est pas possible. Mais si tu voulais laisser un message, quoi, enfin, tu sais, laisser aux autres, parce que dans 100 ans, a priori, tu seras plus là. Je suis désolée de te l'apprendre. Ouais. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai ? Dur, pardon. Mais pour les autres, tu vois, pour les générations à venir et tout. Alors là, j'hésite. J'hésite avec Mama Maria parce qu'il traite d'un sujet qui me tient à cœur et qui est la montée du racisme
en Italie, mais en réalité partout dans le monde. Donc peut-être que ce serait celui-là en réalité, parce qu'il y a une humanité dans ce roman que j'aimerais retrouver un peu plus dans la vraie vie. Dans la vie, ouais. Oui, même si on n'a pas à cœur de faire passer des messages et tout, tu mets tes convictions dans tes livres et forcément, ça fait quand même passer des messages et ça plante des graines probablement. Et puis moi, je me dis souvent quand je me sens, et ça m'arrive souvent, tu le sais, quand je suis très énervée face à, je sais pas, des sujets de société, quand quelque chose m'anime très fort, quand je suis en colère, et que je me sens impuissante, je me dis qu'est-ce que je sais faire ? Je sais écrire. En réalité, donc je me sers de ces émotions-là pour écrire. Et pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Même si ça fait changer d'avis une seule personne ou si ça permet de faire évoluer. Mais c'est le cas. Tu as des messages déjà en ce sens où tu rencontres des gens qui te disent ça. Je me souviens, j'avais eu une personne qui m'avait dit « Merci de parler de l'homosexualité sans que ce soit un sujet. » Exactement. C'est-à-dire, il y avait un couple homo, mais ce n'était pas un sujet et on n'avait pas raconté... Et ça, c'est génial. Le meilleur compliment en réalité, parce que nous, pour le coup, on le fait naturellement. Bon, on va passer à un petit exercice. Enfin, ce n'est pas un exercice, mais c'est un... En fait... J'ai une théorie très personnelle et je vais me servir de ce podcast pour la vérifier. C'est qu'il faut être un petit peu timbré pour écrire des livres. Ok. Un petit grain de folie. Je suis plutôt d'accord. Jusque-là. J'espère que je n'aurai pas besoin de le prouver. Et je voudrais le mesurer, voilà, pour des fins absolument personnelles. Scientifiques. À peu près. Et donc, j'ai des questions pour mesurer ton degré de folie. J'aime pas le mot folie, je trouve que c'est un peu psychophobe. C'est comme quelque chose d'hyper péjoratif, alors que moi je trouve ça très positif. Moi j'adore les gens fous. Souvent je dis à mes enfants, maman elle est un peu folle, vous savez, et ils approuvent. Oui, j'approuve. Mais c'est quelque chose de joyeux, je trouve, dans ce sens-là. Quelle est la chose la plus bizarre que tu fais quand tu es seule ? J'en ai parlé tout à l'heure. Donc en vrai, je m'invente des histoires tout le temps. Je chante face à mon miroir. Je chante face à mon miroir. Quand je conduis, j'ai un scénario permanent dans la tête. C'est très différent. Quand tu conduis ? Ouais, quand je conduis beaucoup. C'est-à-dire ? C'est quoi le scénario ? Ça peut être... Je suis Ayrton Senna. Non, mais... J'écrase tout le monde. Je sais pas. Par exemple, si je me suis embrouillée avec quelqu'un, je vais me refaire la scène 1000 fois, avec cette fois le bon dialogue à mon avantage et tout, tu vois. Et tu lui fais une balayette. Patate de fond, tout. Ouais. Tu vois. Ouais, on adore. Ça... C'est en permanence, c'est-à-dire qu'il y a la musique ou un podcast dans la voiture et il y a ça en plus dans la maison. Mais justement, c'est une question que je voulais te poser, que j'ai oublié de te poser. Est-ce que parfois, tu as la tête vide ? Parce que, parce qu'en fait, déjà, on a tous les personnages, tout et tout. Mais est-ce qu'il t'arrive de pas... Que ce soit pas toujours en fond. Que ce soit calme. Non. Ok. Voilà. Bon, on peut le mettre j'aimerais. Franchement, parfois, et pour le coup, ça a été une vraie souffrance. Là, ce bruit permanent. J'aimerais avoir un bouton, au moins baisser le son. Et puis le fait aussi que depuis le blog, probablement, toi aussi, à chaque fois que tu vis quelque chose, ça peut devenir de la matière première. Donc ça se développe. Et puis ça... C'est en permanence. La nuit, le jour, c'est tout le temps. Tu crois il existe des gens qui ont Oui. J'ai appris qu'il y a des gens qui ne voyaient pas la pomme. Oui. Quand on leur demande de ça porte un nom. Je sais plus ce que c'est. J'ai discuté avec certains d'entre eux d'ailleurs sur Insta quand j'en avais parlé et j'étais hyper triste en réalité pour eux. Je ne voudrais pas ne pas voir la pomme. De pas réussir à... Attends, on va expliquer parce que ils voient pas la pomme. Oui. C'est pas très clair. Ça veut dire que il y a des personnes à qui on décrit quelque chose mais qui ne le visualisent pas dans leur tête et c'est, je crois, 10% de la population. Oui, c'est assez important. Ouais. Ou alors. Moi, on voit la pomme, le pommier, le gars qui ramasse la pomme, il la mange, tout quoi. Ouais. Et certains ont juste du mal à visualiser une pomme. Et donc, je leur demandais comment vous rêvez, parce que, ils rêvent pas ou pas. Ah ouais. Oui. Donc, ou alors ils rêvent, mais c'est plus des réflexions que. Ouais, c'est très peu imagé en fait. Oui. Donc il y en a qui doivent avoir aussi la tête calme, quoi. Ceux qui font de la méditation, moi, j'ai jamais réussi à faire de la méditation. Ça part dans tous les sens, quoi. C'est. Bref. Quelle est la théorie absurde à laquelle une petite partie de toi croit ? Moi, je crois au signe de l'univers. Oui, ça, c'est pas absurde. Pour certains, oui. oui. Chez toi, ça marche.
Ouais, moi je crois aussi. Souvent, ça nous envoie. Je pense qu'on n'est pas seul dans l'univers aussi. Je pense qu'il y a des gens ailleurs. Des extraterrestres. Il y a des beaux Men in Black en costume. Ouais, non, je pense vraiment en tout cas qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est sûr. Oui. Quelle est ton opinion inutile la plus tranchée? Moi, je sais, pour toi. Enfin, j'en connais une. Il n'y en a pas qu'une. Sur les hommes? Non. C'est quoi? C'en est une. Je pensais aux pizzas. Ah oui, bien sûr que déjà... Oui, c'est sur pas la inutile, bouffe, mais... Sur les pizzas napolitaines qui sont évidemment les meilleures. Non, les pizzas à l'ananas. Ah non, mais ça, c'est pas une pizza. Déjà, on ne devrait pas associer ces deux mots. Là, ça peut me mettre très en colère. Pardon, j'arrête. Ouais. Je veux pas te balayer. On passe à autre chose. Est-ce que tu oses demander au chauffeur de taxi de fermer la vitre? C'est horrible. Mais pourquoi on est comme ça? Je sais pas. Je raconte à mes amis. Je voudrais qu'on nous dise en commentaire, est-ce que des gens osent demander au chauffeur de taxi de fermer la vitre? Quand on a froid derrière, j'étais à l'arrière d'un taxi qui était adorable. Et il me dit, madame, à un moment donné, je laisse ouvert, mais à un moment donné, on va rentrer sur le périph' et je fermerai le toit parce qu'il va y avoir trop de vent. Je dis, super, là, la température me convenait. On rentre sur le périph' et je vois bien qu'il a oublié de fermer le toit et que lui n'a pas de vent puisqu'il n'a pas de cheveux. Et moi, mes cheveux partaient dans tous les sens, j'avais froid. J'étais fatiguée et donc je dis à mes amis sur notre groupe WhatsApp, les filles, là il faudrait que je lui dise, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer la... Et ça a été impossible. Ouais. Je n'arrivais pas. Par peur de gêner ou de... Je ne sais pas si c'est de la timidité ou qu'est-ce que c'est, mais ça c'est pareil, ça me suit depuis l'enfance. Ouais, tu sais, quand j'étais petite, j'allais chez une amie en Italie et je me disais, je vais arriver chez elle, il faut dire bonjour, il faut dire bonjour, il faut dire bonjour. Et j'arrivais et ça me... Ouais. Comme si quelqu'un m'étranglait. Je n'arrivais pas à dire bonjour. Quand tu dois passer un coup de fil, tu te répètes la conversation à l'avance. Ouais, dis-toi que j'ai bossé dans une banque, j'avais un listing à appeler. Un listing. Je pleurais. Oui. Ouais. J'appelais, j'ai rien vendu. Qu'est-ce que tu veux vendre? Je devais vendre des conventions obsèques. En plus. Et un jour, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit oui, mais il vient de mourir, justement. Et mon chef m'a dit t'as appelé trop tard. Je me suis dit waouh. Chaud. Mais c'est bon. C'est comme ça tout le temps. Ton degré de fêlure est quand même assez... Ah oui, sur ton fêluromètre? Ouais, sur mon fêluromètre, t'es pas mal. Et ta dernière... j'ai la réponse. Quelle est ta façon la plus toxique de procrastiner? J'en ai tellement, c'est-à-dire que... La dernière en date, elle est bien. C'était quand? Là, parce qu'en ce moment, ton occupation favorite du moment. Ah oui, je fais des pelotes. C'est vrai. J'ai téléchargé un jeu sur lequel je dois faire des pelotes de laine. Mais en fait, c'est hyper satisfaisant parce que quand je fais la bonne pelote, mon téléphone vibre d'une certaine façon. C'est la vibration, en fait, qui me provoque une satisfaction. Ouais. Titre. Et en ce moment, je remets tout après les pelotes, quoi. Ouais, c'est les pelotes. T'es devenu pelotomane. Oui. Pelotophile. Pelotophile. Mais en fait, c'est un art de procrastiner. En tout cas, de remettre l'écriture, c'est pareil. Pour me mettre à l'écriture, déjà, je me raconte qu'il faut que tout soit propre autour de moi. Ah bah tiens, on vient au truc inavouable. D'où l'hôtel de luxe. J'y vais, c'est déjà propre. Oui. Mais quand j'écris chez moi, il faut que tout soit propre et rangé. Sinon, je me dis que je peux pas écrire. Après, mais je vais dans des... Moi, je vais loin. Ce sont des moyens de repousser peut-être ce moment qui est super, mais qui peut être aussi douloureux par moment. C'est juste de m'y mettre. Après, une fois qu'on y est, en plus, on est bien. On peut plus s'arrêter. Mais la démarche de s'y mettre, c'est terrible. Ouais. Donc, les pelotes, le ménage, voilà. Faire des trucs que je me dis que je dois faire depuis 6 mois, puis là, tout à coup, ça devient urgent. Bien sûr, évidemment. Quoi de plus urgent Donc 5 sur 5 au fêluromètre. C'est bien, tu l'as trouvé un nom. Et maintenant, tu préfères. Ah, j'aime bien. Tu réponds plus ou moins vite. J'avais dit répondre vite, mais tu fais comme tu veux. Tu préfères qu'un bug dévoile à tous ton manuscrit en cours ou ton historique Google? Le manuscrit. Parce que sinon, je finis en prison. Tu préfères ne plus jamais lire ou ne plus jamais écrire? Ne plus jamais écrire. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur. Ouais. Mais... je pense que je pourrais pas me passer de la lecture non plus. Ouais, je comprends. Tu préfères, jusqu'à la fin de tes jours, ne plus lire que tes livres? Ok. Aucun autre livre, rien. Tu lis rien d'autre que tes propres livres, ou jusqu'à la fin de tes jours, tu manges
que des pâtes trop cuites. Non, mes livres, franchement, en plus, ils sont pas si mal. Non, mais à force, c'est redondant, quoi. Je sais, mais les pâtes trop cuites, je vomis. Ah ouais. Tu préfères qu'on dise de toi, ces livres sont des chefs-d'œuvre ou ces livres m'ont sauvé? Oh, clairement, ils m'ont sauvé. Ouais, mais je suis pas sûre que tout le monde réponde ça. Ah mais bon pareil, mais ouais, je suis pas sûre. Ouais, franchement, il y en a qui ont cette ambition d'être connus. Ouais. Ah non, ça, c'est pas du tout... Tu préfères perdre un manuscrit fini, tu viens de poser le point final et tu le perds. L'angoisse, ok. Voilà. Ou perdre une dent en pleine interview télé. Une dent de devant? De devant. Putain, c'est horrible. Alors, vas-y, quand même la dent. Moi, mon féluromètre, pour poser des questions comme ça, il est à 6 sur 10. Oui. Non, je perds la dent. J'ai trop l'angoisse de perdre le manuscrit. Après, ça se remet, tu vois. Oui, ça se remet, mais c'est en plein direct. Ouais, bah oui. Ouais, tout le monde te voit. Après, et c'est le JT de Delahousse. 5 millions de téléspectateurs. Ça fait le buzz sur les réseaux et je vends des millions de livres. C'est pas faux. C'est une bonne stratégie. Écoute, je te propose de le tenter la prochaine fois. Tu préfères être coincé dans une soirée avec ton pire personnage de roman, dans tes romans, ou coincé dans une soirée avec des collants chers? Collants chers qu'on met. T'as la phobie des collants chers. Avec mon personnage détestable. Ouais, ok. Parce que si je l'ai créé, c'est que j'ai quand même un peu d'affection pour. Alors que les collants chers, vraiment, je déteste ça. Tu n'as aucune affection, aucune empathie. Mais je les comprends pas. Ouais. À part si on est la reine Elisabeth. Mais ils sont assez fourbes, je trouve. Puis c'est jamais la vraie bonne couleur. Et en fait, quand tu les mets, c'est pour faire. C'est comme si t'avais une jambe nue. Nu, mais un petit peu plus bronzé ou un petit peu plus pâle. C'est en décalage avec le reste du corps. Et ça, moi, je trouve que ça se voit et que c'est pire. Et c'est un peu, ça fait un effet belle peau aussi. Ça peut, s'ils sont pas brillants, parce que s'ils sont brillants là, tu les brûles. Mais bon. Beyoncé en porte, je crois, sur scène. Oui, mais elles mettent des genres de résille là qui leur fait la cuisse galbée. C'est ça, mais quand t'es pas. Quand t'es pas Beyoncé. Et il n'y a pas grand monde qui est Beyoncé à part Beyoncé. Ouais. Tu préfères poser le premier mot ou le dernier mot? Le dernier. Il y a quand même un truc de « je l'ai fait ouais. ». Il y a un soulagement. Ouais. Je comprends. J'ai quelqu'un qui a tenu à t'envoyer un message. Ok. Ça s'est lancé, bien sûr. Attends, stop, pause. Alors. Non. C'est quelqu'un que je connais? C'est Beyoncé. Ah. T'es prête? Go. Je suis pas sûre que tu le reconnaisses. Bonjour à toutes et bonjour à Serena. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais on s'est rencontrés à une époque où tu avais une peur bleue avant de monter sur scène pour une rencontre. Je ne sais pas si ça te parle. J'ai une petite question pour toi. Tous tes proches savent que ton deuxième prénom c'est Doute, mais est-ce qu'il y a eu un moment précis, une bascule dans ta carrière où tu t'es sentie légitime dans ce rôle d'écrivaine? Et aussi, j'ai une question dans l'oreillette. On me demande si on reverra un jour Benoît, le personnage de Maman Maria, dans un nouveau livre. Voilà, je transmets la demande du peuple. Bonne journée. Je l'aime tellement. Tu sais que c'est Benoît André qui travaille dans l'édition, a été le premier à recevoir mon manuscrit. Ciao Belle, et du coup c'est lui qui l'avait fait passer à celle qui est toujours mon éditrice aujourd'hui, c'était au Cherche Midi, et c'est lui qui m'accompagnait en salon et c'est devenu un ami très cher. Il est génial, il est drôle, il est génial, et je l'aime de tout mon cœur, et donc tu l'avais mis dans Maman Maria. J'avais mis un personnage qui s'appelait Benoît dans Maman Maria, mais s'il avait lu Villa Gloria, non, c'est le dernier, c'est quoi, c'est Volare. Il l'a pas lu. S'il l'a lu, mais il a oublié. Bien Benoît. Dans Volare, il y a un Benoît. Voilà. Il y a une Virginie aussi d'ailleurs. Écoute, oui, mais moi je l'ai lu. Oui. Tu vois, c'est qui le meilleur ami? Alors c'est pas le même personnage. Mais il y a son prénom. Oui, alors je sais pas ce qu'il est. Et l'autre question, c'était sur la légitimité. Est-ce qu'il y a un moment où tu étais pleine de doutes et tout? Bon, on y a un peu répondu déjà. Je crois quand même que ça va mieux. Ouais. Je m'excuse plus d'être là, tu vois. Ouais. Et alors, je suis là, quoi. Je suis là, qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai compris aussi en salon, etc., qu'il y avait de la place pour tout le monde et qu'en effet, tous les auteurs étaient différents, et que je ne prenais la place de personne et que personne ne la méritait plus que moi. C'est bien. Ça commence à aller mieux. Si tu pouvais aller échanger avec la Serena qui écrivait la première phrase de Ciao Bella, ton premier roman, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais d'y aller, de foncer, parce qu'elle était pleine de doutes et je pensais à l'époque que ça allait être peut-être, tu vois, un one-shot. Un feu de paille. Ouais, voilà. Bon, je l'aurais fait au moins une fois. Ouais. Et à la fois, j'aurais rien envie de lui dire parce que je voudrais pas lui gâcher la surprise. Qu'elle découvre tout. Parce que quand même, ma vie, elle a changé complètement depuis là. Je pensais jamais un jour vivre de ma plume, avoir cette vie-là, rencontrer tous ces gens, de pouvoir avoir un métier qui me correspond à 1000%, parce que... C'est ça, tu as fabriqué ta place, en fait. C'est ça. Ouais. Et ça, je me rends compte à quel point c'est précieux. Et donc, non, je ne voudrais pas lui gâcher la surprise. Bon, on arrive à la fin. Est-ce que tu aurais une recommandation ? Je t'ai pas prévenue avant. Ah, c'est bien. Tu sais que je retiens les titres. C'était quoi, sur un livre ? Non, livre, chanson à texte française, film français, quelque chose qui est écrit et que tu as envie de nous faire découvrir, que tu as vu, lu, entendu récemment. Franchement, le dernier livre que j'ai lu, là, qui m'a marqué, c'était La Bonne Mère. Ouais. De Matilda Di Matteo, je crois. J'espère ne pas écorcher. C'est Mathilde ou Mathilda, mais je crois que c'est Mathilda Di Matteo. J'ai adoré ce livre. À l'Iconoclaste. C'est un premier roman. Ouais, c'est super. Il y a une cagole dans le livre. Est-ce que c'est peut-être pour ça ? J'étais à fond. Non, c'est super. Il est super bien écrit. Il est hyper bien écrit. Et les personnages. Il est drôle, il est touchant, il est engagé. Et franchement, je suis d'accord. Il a tout ce que j'aime retrouver dans un roman. Et j'ai hâte de la relire parce que j'espère j'ai adoré la plume aussi. Ça, c'est hyper important, mine de rien. Oui, mais oui, c'est ça. Hein, c'est la plume autant que l'histoire. Quoi. Il faut qu'il y ait les deux, le combo des deux. Et quand ça arrive, c'est magique. Ton actu, c'est... Je te laisse le dire ou... Volare. Je n'ai pas le droit d'utiliser la chanson. Regarde, toi qui veux être chanteuse, tous tes titres de romans sont issus de chansons. Je te dis que oui, ça fait sens. Il y a un lien. Volare. Donc, ton dernier roman en grand format, c'est Volare chez Calman Levy. Oui. Et en poche, Villa Gloria, au livre de poche. C'est ça. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Bravo pour cette première. Encouragez-la parce qu'elle a peur. Mais j'étais un peu tendue et j'oubliais les questions, c'est horrible. Mais je trouve que c'était plutôt bien. Ah ouais ? Ça ne s'est pas ressenti. Bon. Dites-lui que c'était bien. Dites-le dans les commentaires, il faut dire ça. Dites-le dans les commentaires. Dites-le dans les commentaires, lâchez des pouces bleus. Non, ça c'est très boomer. C'est Facebook, les pouces bleus, c'est pas Facebook ? Je sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée. C'est des pouces, en tout cas, mais je ne sais pas la couleur. Lâcher de la thune. Non, n'importe quoi. Merci beaucoup d'avoir écouté Cahiers de brouillon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas... Pardon, il faut que je vous regarde ici, mais je peux pas parce que je lis en même temps. Donc, merci d'avoir écouté Cahiers de brouillon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires. J'essaierai de répondre à tout le monde, à en parler autour de vous. Vous pouvez le retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur TikTok et tutti quanti. Tutti quanti. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bon vent, bonne route, bon appétit. J'ai pas le bon truc. Ciao. N'importe quoi.